J'ai les codes de politesse. Mais moi, comme je ne suis pas journaliste, je casse les codes du journaliste. C'est ça qui est. C'est bien. À France Bleu, par contre, je ne peux pas tutoyer, parce que je suis aussi à France Bleu le soir. Oui, d'accord. Ils ne veulent pas. Oui. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission de Marseille en parle sur Boumédia. Notre invitée de la semaine, elle a un beau palmarès déjà, puisqu'elle est maire du 1er et 7e arrondissement. Elle est suppléante, députée suppléante de Jean-Luc Mélenchon. Elle est fondatrice du Printemps Marseillais et elle est aussi conseillère métropolitaine, où elle est présidente du groupe Printemps Marseillais à la métropole. Aujourd'hui, nous accueillons Sophie Camard. Bonjour Sophie. Bonjour Omar. Merci d'avoir répondu. Ravie d'être ici. Ah ben, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça me sort un peu de mon centre-ville. Ah ben voilà. Alors, Sophie, on va parler de toi, de ton élection, de ton secteur, de tout ça, des problématiques, voilà. Alors, tu n'es pas marseillaise? Non. Tu es née au Havre? Je suis havraise d'origine, effectivement. Après, j'ai eu de la famille à Marseille. D'accord. Si on prend le sang, le sol, moi, je ne sais plus trop. Alors moi, j'étais au Havre, très belle ville, et ça ressemble beaucoup à Marseille. Et oui, c'est pour ça. port. Moi, j'aime beaucoup les paysages portuaires. J'ai grandi avec les grands bateaux, quoi. Ouais. Donc, effectivement, j'ai besoin toujours d'être à côté de la mer. Bon, il n'y a pas la même température. Hein. Il n'y a pas la même température. Il fait un peu chaud chez nous. Et il y a des raffineries des deux côtés. Oui, c'est une ville portuaire, ouvrière. Ouais. Alors, donc, tu es né au Havre, dans un quartier HLM de Bléville. Ouais. Voilà, puis à Montivilliers, une petite ville de la banlieue havraise. Ouais. Ta maman était enseignante en compta gestion et ton papa technicien à la raffinerie de Normandie. Les Normands, c'est pas des ch'tis, hein, c'est pas la même chose. Non, mais mes parents sont pas d'origine normande en fait. D'accord. La petite histoire, c'est que j'avais un grand-oncle qui était médecin du travail ici, à la raffinerie de Berre, là, de l'étang de Berre, à la Med, et qui a fait rentrer mon père à Total, et il s'est retrouvé au Havre. Donc mes parents étaient déjà un peu déracinés là-haut en Normandie. Ton dessin, moi, j'ai une famille un peu dispersée dans toute la France, voilà. Et quelque part, j'avais des attaches quand même un peu familiales et sentimentales à Marseille. Donc voilà. après, Donc je suis redescendue quelque part. Tu as des dessins. Tes parents n'étaient pas riches, mais tu as bénéficié, comme tu le dis, de services qui manquent aux enfants de Marseille. École publique de qualité, les équipements sportifs, la bibliothèque, les colonies de vacances, du comité d'entreprise. Je parle toujours de ça parce que c'est vrai que quand je suis arrivée à Marseille, du coup j'étais une jeune femme, j'y suis venue pour travailler. Et comme j'ai pas du tout grandi, alors pour le coup c'est vrai que c'est deux villes portuaires, par contre elles n'ont pas la même tradition politique, ni même le même rapport à la culture ouvrière. En fait Marseille, je trouve que c'est une ville plus populaire qu'ouvrière, le Havre est très ouvrier. Et moi j'ai grandi avec tout ce qu'il faut, j'ai grandi, tant où j'étais au Havre, le Havre était une ville communiste. Donc on avait la culture, on avait le sport, on avait la piscine, voilà, pour moi tout ça c'était naturel, qu'on donne ça à tout le monde en fait. Et ça m'a beaucoup choquée quand je suis arrivée à Marseille. En fait ça m'a choquée dans mes codes, à moi, dans mes valeurs, de voir qu'ici, l'école publique c'était l'école pour les pauvres, et qu'on ne donnait pas la même chose à tout le monde. Et ça a toujours fondé mon indignation en fait de ce que je trouvais ici. Parce que comme beaucoup de Marseillais qui vivent à Marseille et qui aiment Marseille mais qui n'y sont pas nés, on a un regard extérieur. Et souvent on a connu d'autres villes de France. Et du coup nous on sait qu'ailleurs c'est pas une fatalité et qu'on peut faire les choses différemment. Et donc c'est vrai que ça m'a toujours un petit peu portée ici de dire mais vous savez c'est possible de faire différemment. C'est pas parce qu'on est à Marseille qu'on n'est pas la France. Hein. Ton engagement politique, il vient de là? Il vient de là, moi j'ai toujours été engagée à gauche, voilà. Et après quand je suis arrivée à Marseille, c'est l'écologie qui m'a plutôt saisie. Je trouvais que c'était une ville, j'avais passé 10 ans à Paris, je ne suis pas parisienne, mais je n'y retournerai pas à Paris. Ça sent un peu le renfermer là-haut. Et me revoilà à Marseille, et puis le plaisir des grands espaces, effectivement le rapport à la nature en fait est très présent, à la lumière, aux éléments naturels, et je trouvais que c'était une ville qui, je dis toujours, qui respire le besoin d'écologie, quoi, au sens populaire du terme aussi. Et en fait, c'est par ma vie quotidienne à Marseille que je suis venue à l'écologie. Voilà, dans les difficultés de transport, de propreté, du cadre de vie. Je trouvais que le cadre de vie à Marseille, il était dur pour les habitants, pour des raisons sociales que j'ai décrites, mais aussi que rien n'est facile ici. Rien n'est facile.
Et ça m'a fait bifurquer vers l'écologie, où je suis restée pendant 10 ans avec l'envie de changer ma ville, parce que je la trouvais difficile au quotidien, tout simplement. Hein. C'est une vie de femme qui va travailler, qui a besoin de faire ses courses et qui a besoin de services comme tout le monde, et qui trouve que Marseille, c'est difficile. Voilà. Et pour ça, tu as été servi avec ton élection dans le... Voilà, mais j'ai mis du temps. Hein, oui. Alors, donc ensuite, tu t'es retrouvée propulsée à Sciences Po, mention très bien au bac. Oui, j'étais une petite gamine bien tranquille, qui aimait bien discuter avec tout le monde. Et puis j'ai eu mon bac mention très bien à 17 ans, grâce à l'option musique. Parce que c'est quand même, c'est un peu la classe, quoi. Voilà, hein, c'est l'option musique. Je faisais beaucoup de musique. Donc j'ai eu le bac mention très bien et j'ai débarqué petite provinciale à Sciences Po Paris, où j'ai eu quelques mois d'acclimatation dans ce grand bain de la grande bourgeoisie parisienne, quand même. Ça a dû changer, quand même. Ah oui, au début, j'avais peur. Hein. Mais je m'y suis faite, voilà. Je me suis adaptée. Quand on est jeune, on s'adapte. Et puis voilà, ça m'a donné beaucoup de chance, évidemment, pour la suite. Donc après, bon, tu as poursuivi tes études jusqu'au doctorat en Sciences Po à l'université Panthéon de la Sorbonne. Où je donnais des cours déjà, en fait. Ouais. Et en donnant des travaux, voilà, dirigés comme assistante parlementaire au groupe communiste. Comme quoi, déjà... Ben ouais. En fait, j'avais besoin de travailler, hein, tout simplement. Hein. Donc, au bout de quelques années d'études, je me souviens, j'étais diplômée de Sciences Po, moi, à Paris, en 93, j'en parle toujours. C'était la première année de récession en France. Et je m'en souviens toujours parce que même les gens de ma promo, on avait pris un petit apéro et on se regardait en disant il n'y a pas de boulot, il faut qu'on continue les études. Déjà, c'était les débuts, c'était les années 90, ça commençait à devenir une autre période en France où ça devenait difficile pour la jeunesse. C'est une période un peu compliquée, les années 90, une période de transition. Hein, les années SIDA, la crise, c'était quelque chose d'assez compliqué. Et donc, c'est ma génération, quoi, voilà. Donc, puis en 2003, recruté par un cabinet à Marseille. Oui. Et tu t'installes à Marseille. C'est ça. Où tu as tes attaches personnelles et sentimentales. Exactement. Ouais. J'y ai fait ma vie. C'était... Donc, tu as vécu et... Donc, tu habites le centre-ville. Ouais. Ouais. Et donc, tu as été élue et tu as été donc députée suppléante de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Alors, comment s'est passée ta rencontre avec Jean-Luc Alors, Mélenchon? en fait, avant d'être la suppléante de Jean-Luc Mélenchon, donc comme j'étais chez les écolos pendant longtemps, j'étais d'ailleurs, tout en travaillant, j'ai été élue 5 ans au conseil régional. Et quand il y a eu les régionales de 2015, j'étais la tête de liste d'une liste avec Jean-Marc Coppola à l'époque déjà, qu'on avait appelée la région coopérative. En gros, on avait essayé de rassembler toute la gauche, sauf le PS, hein, puisque faut se rappeler à l'époque, on en parlera tout à l'heure, mais ce cycle politique-là, il était compliqué. Tout le mandat de François Hollande était très compliqué à gauche. Ça créait beaucoup de conflits et de disputes, on va dire ça comme ça. Et donc, on avait essayé déjà à l'époque de tous se rassembler, mais sans le Parti Socialiste. À l'époque, le Parti Socialiste, c'était M. Castaner. Ouais. Et en face, c'était moi la tête de liste avec Jean-Marc Coppola. On avait fait une liste régionale. Bon, cette liste régionale, elle n'a pas très bien marché au niveau de la région. Mais à Marseille, on avait fait quand même un score correct, 10% je crois en moyenne, et 20% dans le centre-ville. Donc j'étais connue pour ça, j'avais quand même déjà un petit bagage politique, on va dire. Et quand Jean-Luc Mélenchon a choisi de se présenter à la députation à Marseille, tout le monde a un petit peu regardé, en fait. Ils ont regardé les élections, les scores, ils ont regardé quelques personnalités de gauche qui auraient pu, des femmes, qui auraient pu faire l'affaire, comme on dit. Moi, j'étais partante. J'avais trouvé sa campagne présidentielle très, très réussie. Voilà, donc ça m'avait plu, vu le contexte. D'ailleurs, j'ai regretté un petit peu après qu'il quitte un petit peu la tonalité qu'il avait à la présidentielle. Et donc, j'étais très, très fière, en fait, d'être sa suppléante. Parce que Jean-Luc Mélenchon à Marseille en 2017, c'est pas rien. Il est arrivé... impressionnant, la réunion du impressionnant. Ouais. C'est quand même 25% des voix à la présidentielle à Marseille. Il est arrivé en tête, c'est 100 000 voix. Et c'est un personnage très impressionnant, donc pour moi c'était un honneur d'être sa suppléante. J'allais y venir, petite parenthèse sur Jean-Luc Mélenchon, oui, sacré personnage quand même. Ouais, sacré personnage. Grande gueule, ouais. Et puis à un moment donné, il était vraiment le principal opposant
À Macron. À Macron, hein, Bien clairement, sûr. on peut le dire comme ça. Oui, il a construit sa stratégie politique là-dessus. Je pense que sa stratégie de base, c'est d'éviter le face-à-face Macron-Le Pen, qui nous pend au nez d'ailleurs en 2022. Donc lui, sa stratégie de base, c'était de virer Le Pen, en fait, et presque de dire, j'ai loupé le second tour à peu de choses, il faut que la prochaine fois, on évite Le Pen-Macron. Et donc, je pense que sa stratégie, c'était de s'imposer, et ça doit rester, j'imagine, encore aujourd'hui, de s'imposer comme un leader capable d'atteindre le second tour et peut-être de combattre Macron à la présidentielle. C'est ce qu'il a toujours en tête, peut-être. Voilà. Il dérangeait beaucoup Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on a eu le sentiment, au moment que politiquement, on voulait lui couper la tête. Jean-Luc Mélenchon, donc j'ai quand même passé 2 ans avec lui de manière très très proche. C'est un sacré paratonnerre. C'est quelqu'un qui se prend dans la figure quand même des niveaux de polémique impressionnants. C'est quelqu'un qui est capable de tenir bon dans des clashs monumentaux. Là-dessus, je l'appelle le paratonnerre, quoi. C'est-à-dire que si ça tombe sur lui, boum, il prend pour tout le monde. Après, ce qui s'est passé, c'est la perquisition et tout ça. Ouais. Ça l'a complètement déstabilisé. Il a perdu pied dans l'opinion à ce moment-là. Je suis la République. Voilà, je pense qu'en fait, là-dessus, ça a été difficile pour lui de surmonter ça. Et après, il s'est un petit peu enfermé dans une pente beaucoup plus radicale, un peu plus replié sur lui-même, vous voyez. Parce que je pense qu'en fait, ça a été dur, en fait, cet épisode-là pour lui. Et donc, après, on n'était pas trop d'accord sur les municipales. Et puis aujourd'hui, on a une relation assez neutre. Il n'était pas trop pour Benoît Payan, lui, au début, clairement. Non, il n'était pas pour Benoît Payan. Il ne croyait pas à ce qu'il appelait l'union de la gauche. Mais pour moi, le printemps marseillais, ce n'est pas que l'union de la gauche, en fait. Si on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est plus que ça. Oui, on va en parler du printemps. D'ailleurs, ça me fait penser que pour l'histoire des vestiges, ils étaient à côté. Oui. Ils sont dans mon secteur, d'ailleurs, du coup, à la Corderie, là-bas. C'est ça. Voilà, maintenant l'immeuble est construit. Je crois que c'est un raté complet de l'État d'ailleurs, qui n'arrivera pas à protéger ces vestiges. Mais au moins vous êtes battu. Oui, vous dire que vous n'avez pas battu. Vous avez fait ce que vous avez pu. Oui, vous êtes battu. Alors voilà, écoutez, sur Jean-Luc Mélenchon, en fait. On se tutoie, Sophie, on a dit. Oui, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui j'ai une relation, de neutre. Ouais. Je dirais que. Toujours en contact ou pas trop? On est beaucoup pris maintenant, chacun tous les deux. Mais moi, je dirais que c'est mon député, je le respecte. Et puis vraiment, je trouvais que ce qu'il avait fait à la présidentielle, c'était fantastique. Voilà. Moi, j'attends un petit peu de voir comment ça va se passer pour la présidentielle pour lui. Mais officiellement, tu es toujours sa suppléante. Bien sûr. De toute façon, on ne démissionne pas d'un poste de suppléant de député, il faut le savoir. Y compris si tu as été élu maire. C'est exactement. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, alors, on va parler de l'élection municipale, où quand même... tu as fait un gros coup, Sophie, quand même. Tu as battu la droite dans les 7. Ouais, j'ai pas fait ça toute seule. Non, mais quand même, c'est comme dans le football. Hein, il faut un bon capitaine, il faut un bon chef d'orchestre. Ouais. Alors, le premier que je connais très bien, qui est très populaire, je comprends, mais dans le 7e, tu as fait un score extraordinaire. Et bien tu expliques que les bourgeois, on va le dire, Bompard, le Roucas, une partie de Vauban aussi un peu. Voilà. Oui. C'est quand même... c'est pas ton électorat de base. Alors, pour être clair. Je pense qu'il y a une population qui se renouvelle un peu dans le 7e. Hein. Faut pas croire non plus que le 7e, c'est de la richesse partout. Il y a d'ailleurs des poches d'habitats indignes dans le 7e. Il y a des quartiers qui sont assez paupérisés. Mais je dirais qu'effectivement, même dans des quartiers, on va dire, confortables, de toute façon, on est arrivé en tête dans tous les bureaux de vote, à part 1 ou 2, donc il s'est passé quelque chose. Donc ça donnait vraiment l'effet d'une vague énorme. Et moi, ce que j'ai compris, puisque j'ai fait des réunions d'appartements dans tous les contextes, parce que alors j'adore mon secteur, parce que moi je suis quelqu'un, je suis très curieuse des groupes sociaux différents, tout ça. Et donc ça me passionne mon secteur, parce que je peux rencontrer des gens très pauvres et très riches. Donc c'est très intéressant. Et ce qui revenait, ce que j'avais fini par comprendre, c'est que même des gens bien installés, qui ont un certain confort, ils ont souffert de l'image de Marseille. C'est-à-dire qu'ils ne supportaient plus, vous savez, tous les ouvrages de Philippe Pujol, l'image noire de Marseille, ils ne supportaient plus. Qui est une réalité en même temps. Qui est une réalité. Philippe que j'ai reçu ici,
Donc il voulait vraiment, c'est-à-dire il y avait un ras-le-bol, y compris des gens j'ai envie de dire, imaginez un chef d'entreprise, il veut faire du business à Marseille, et ben vous rencontrez dans le milieu de l'économie des gens qui en ont marre de ce côté un peu système fermé. De ne pas comprendre ce qui se passe, de ne pas avoir accès au marché, de sentir qu'il y a des réseaux, un peu de clientélisme impénétrable. Et donc il y avait cette volonté un peu, que Mélenchon a appelé le dégagisme, mais qui peut se traduire dans des couches sociales un peu moyennes, supérieures, par ça suffit maintenant l'image de Marseille. Il faut qu'on devienne une ville digne de ce nom. Et c'était très présent. Et il y avait aussi la compréhension, je dois le dire, chez une certaine population du 7e, que tout le monde comprenait qu'il fallait régler le logement indigne en centre-ville. Pourtant, ils ne sont pas concernés, je veux dire. Celui qui habite, Sophie, celui qui habite au Vallon des Offres, qui a son petit truc, pépère, ou qui habite à Bompard, ou qui habite sur la Corniche. C'est pas vrai qu'ils ne sont pas concernés. Il y en a beaucoup qui... Tu sais quand il y a eu, je tutoie, il y a eu l'effondrement de la rue d'Aubagne, il y a eu des grandes manifestations. Oui. Et même Renaud Muselier, il l'a dit ça. Il a dit, j'ai vu dans la rue tout Marseille. Et donc, il n'y avait pas que les gens du quartier qui étaient là. C'est quelque chose qui a touché au cœur de très nombreux Marseillais, quelle que soit leur couche sociale. Et il existe quand même, de l'altruisme ou du sentiment. Je veux dire, on peut être solidaire d'une catastrophe et on peut être touché par le fait que le centre-ville de Marseille n'est pas qu'un quartier, c'est ce qui vous représente. C'est ça qui fait la spécificité d'ailleurs sans doute de la rue d'Aubagne, qui fait qu'on en a beaucoup parlé, outre on y reviendra. On va en parler. C'est-à-dire qu'on est dans le cœur de la ville, donc on touche au cœur de l'image de Marseille. Mais Sophie, il y en a clairement, je veux dire, c'est très bien, c'est tout à leur honneur. Et heureusement qu'il y a encore des gens qui se sentent concernés, même quand ils ne sont pas concernés. Mais il y en a clairement, ils vont te dire rue d'Aubagne, il y a eu 8 morts, c'est triste. Des arrêtés de péril, ok, mais il y en a, ils ne se sentent pas comme ça. Et là où tu as fait fort, c'est parce que tu n'as pas fait de cadeaux pendant cette campagne. Moi, j'ai suivi non, ça c'était très dur. On t'en envoie, tu as pris des coups, mais. Ouais, en fait. Tu es resté quand même. Nous, on avait. Les chars sur la Canebière, quand même, et toi, tu es resté. Moi, j'ai chapeau. En fait, c'était presque drôle, quoi. On s'est dit, mais la droite nous fait le cadeau. C'était mai 81, quoi. En fait, on était portés déjà par une vague de changements. Et en plus, ils ont rajouté dans la caricature, ça faisait vieille droite ringarde, quoi. Donc, en fait... Ça t'a aidé les tracts, Sophie, qui étaient sortis de manière anonyme, où on voyait des gens jeter des cocktails Molotov. Finalement, ça vous a plus... servi comme ça a fait rire tout le monde. Ouais. Les chars sur la Canebière, ils sont où les chars sur la Canebière? On les attend. Non, mais je crois que la droite, elle s'est trompée de campagne. C'est-à-dire, elle n'a pas compris, y compris que le printemps marseillais était porté... Je pense qu'on a eu un électorat assez mixte, je viens d'en parler. Je reconnais que les classes populaires n'ont pas forcément voté d'ailleurs, et ça fait partie de mon souci de manière générale. Mais on a eu quand même des votes, y compris dans les quartiers populaires, bien sûr. Mais c'était un électorat assez mixte. Mais ce qu'on n'a pas compris, la droite, c'est qu'on était porté par des groupes sociaux un peu nouveaux qui sont à Marseille. Des gens un peu de la culture, des médias, des couches moyennes intellectuelles, on appelle ça. Et eux, ces personnes-là, ils sont beaucoup dans le second degré, l'ironie, et ça leur passe par-dessus la tête. Et la droite était très premier degré. Et en fait, ça nous faisait rire. Ils ne comprenaient pas nous, on avait d'autres codes. Et ça, je pense qu'on a une droite marseillaise vraiment, je trouve, assez ringarde, qui ne comprend pas l'évolution de la société et qui n'a pas vu l'évolution de sa propre ville. Parce que pendant longtemps, par exemple, si on prend les CIQ, etc., qui pouvaient être représentatifs il y a 20 ans, moi je dis toujours, tout le monde a vieilli en même temps que Jean-Claude Gaudin dans cette ville. Tous les réseaux, en fait, qui ont porté la droite et Jean-Claude Gaudin à un moment donné, ça a eu sa forme d'efficacité, j'imagine, mais à un moment donné, tout le monde a vieilli ensemble. Et quand ils se sont réveillés, leur ville, la ville de Marseille, elle a changé. Est-ce que la ville, Sophie, s'est boboisée, entre guillemets? Moi, je ne trouve pas. Moi, j'ai vécu à Paris. Je ne sais pas si c'est un fantasme, c'est Parisiens qui sont venus, qui eux votent, plutôt la trentaine. Ouais, enfin... On dit beaucoup que c'est l'électorat du printemps. Tu en penses quoi, toi?
Non, je pense qu'effectivement, ce qu'on appelle les néo-marseillais ont dû voter beaucoup pour nous, mais en fait, j'en suis un peu représentative, c'est-à-dire, c'est l'effet que je vous disais tout à l'heure, que comme on vient d'ailleurs, on a un autre regard sur la ville, et du coup, nous, on s'indigne peut-être plus facilement. Que le Marseillais, plus fataliste. Le Marseillais, peut-être qu'il n'a pas de point de comparaison, et je trouve toujours les Marseillais, finalement, très, c'est un mot à la mode, très résilients, en fait, je trouve qu'ils sont très patients, quoi. Même c'est normal ce qui se passe. Même avec la misère, je trouve qu'ils ont une capacité à supporter des choses très graves, d'ailleurs, que j'admire parfois. Moi, je n'ai pas cette patience, voilà, j'avoue. Donc, peut-être, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous des Parisiens débarqués avec nos valises qui avons voté Printemps Marseillais, c'est pas ça. Hein. Alors, je rappelle quand même qu'au premier tour, tu as fait plus de 50% dans le premier arrondissement. Dans le premier. Dans le premier. Et dans le 7e, qui à la base, on va le dire clairement, ce n'est pas ton électorat de base, tu as été égalité avec la maire sortante, Sabine Bernasconi, 27-8, 27-7. C'est ça. Voilà, c'est fabuleux quand même. Et oui, et ils l'ont très mal vécu. Hein. C'est là que j'ai touché du doigt. Ils t'ont pris de haut, tu penses? Ah, ils m'ont pas pris de haut, ils ont été très brutaux. Jusqu'à verrouiller des bureaux de vote, et on sentait, si vous voulez, j'avais l'impression... Je crois qu'il y avait des soucis à un bureau de vote dans plusieurs bureaux de vote, il y a eu. À côté de la gare Saint-Charles, le nom m'échappe. Non, ça c'est Corsec. Corsec. Non, mais ça non. Alors, ça c'est traditionnel, puisque soi-disant on est dans un quartier populaire, ce qui est vrai, il y a toujours des incidents un petit peu aux élections, parce que voilà, il y a des jeunes qui sont instrumentalisés là pour faire des incidents. Ça c'est le classique. Ça c'est le premier tour. Et ça, on connaît, même la police le connaît. Ce qui est incroyable, c'est que les incidents au second tour, ils n'ont pas eu lieu dans les quartiers populaires. Ils ont eu lieu dans le 7e. Hein? D'accord? C'est pas toujours dans les quartiers populaires. C'est très bien, Sophie, que tu le dis, ça permet à ceux qui ont tendance à stigmatiser. C'est un peu facile de toujours dire, voilà. Et non, ce que je voulais dire simplement là-dessus, c'est que j'ai senti qu'on leur enlevait leur propriété privée. C'était à eux. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas commun. C'est-à-dire, tu as fait la comparaison avec un match de foot. Moi, c'est vrai, je trouve que la politique, moi, je dis toujours, j'en ai perdu, j'en ai gagné des élections, il faut être sportif. Tu joues le match, tu le gagnes, tu le perds. Voilà, passe à autre chose quand tu as perdu et essaye d'analyser pourquoi tu as perdu. Moi, j'ai beaucoup analysé mes échecs avant de gagner. Eh ben, eux, non. C'est comme si on leur avait enlevé leur propriété et aujourd'hui encore, je sens qu'ils considèrent que nous ne sommes pas légitimes. Pourtant, tu as gagné déjà légitimement, mais largement. Je veux dire, ça, mais bien sûr. On ne peut pas dire que soit au premier tour, on savait déjà que c'était plié. Bah oui, mais je vois bien dans leur tête qu'ils ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé et qu'ils considèrent que c'est un incident et qu'à la prochaine fois, on va rétablir. Sophie, on va le dire clairement, tu n'avais pas d'énormes moyens, tu n'avais pas des gros bras, tu n'avais pas des gros bras, tu n'avais pas des... Non, mais on avait un programme. Beaucoup de monde avec nous. Par exemple, aucun parti politique n'aurait pu mettre dans les bureaux de vote le nombre de scrutateurs qu'on a été capable de mettre. Moi, j'avais 200 scrutateurs. Ça veut dire qu'en fait, je considère que moi, ce qui s'est passé chez moi et dans le centre-ville de Marseille, un peu au-delà, je veux dire là où on a gagné, j'appelle ça même pas un mouvement citoyen, j'appelle ça un mouvement civique. Parce que quand on se rappelle, il y avait tout le débat sur les fraudes, etc. Les gens venaient s'inscrire à ma permanence pour se former au code électoral. Et il y a eu tout un mouvement de « on veut être là, on veut tenir les bureaux de vote, on veut surveiller la fraude ». Mouvement citoyen spontané. Civique, exactement. Et c'est pas moi qui suis allée chercher les gens, c'est les gens qui sont venus toquer à la permanence. J'ai donné des scrutateurs à d'autres secteurs. Ben écoute, vraiment chapeau, parce que dans cette élection municipale que, comme tous les observateurs, j'ai regardé attentivement, c'est vrai que le 1-7, c'était quand même... c'était pas gagné d'avance non plus. Non, c'était pas gagné d'avance. Tu n'as pas de gros moyens, et quand même, tu as réussi à faire tomber... pas dire un bastion de la droite, parce que bon, avant il y avait eu... C'est vrai que c'est un secteur qui est à gauche, qui est à droite, voilà, il est un peu en balance. Mais moi, quand j'ai vu tes scores dans le 7e, je me suis dit, oh, quand même. Voilà. Et en plus, on t'a mis, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on t'a tout mis sur le dos, quoi. On m'a tout mis sur le dos. On t'a mis Mélenchon, le côté, entre guillemets,
mais il y a Mélenchon qui commande derrière, etc. Les chars sur la Canémère, les Silates, et puis au final... Bon, voilà, comme quoi. Hein. C'est extraordinaire parce que tu émères autant des gens qui habitent au Frioul que des gens qui habitent à Belzunce. C'est Moi, j'adore. Niveau pluralité, on va dire. Ah ouais. Toi, puis moi, je n'oppose pas les gens, en fait. Peux pas faire mieux. Puis je ne suis pas tombée dans le piège d'opposer les gens. J'ai vu que ceux qui voulaient voter pour nous, ils aimaient leur ville, et puis c'est tout, ils voulaient passer à autre chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il ne fallait pas être bête et opposer les gens dans cette période-là. Voilà. Et donc, tu as été donc élu maire du 1-7. Comment on gère un secteur quand on a vraiment des problématiques qui sont, on l'a dit, à l'opposé? Oui. Un habitant de Belzunce, il n'a pas les mêmes problématiques qu'un habitant sur Roucas-Blanc. Bien sûr. Voilà. En fait, les habitants ne me sollicitent pas de la même manière et les quartiers ne sollicitent pas de la même manière, si tu veux. Évidemment, au Roucas-Blanc, quand on vient me solliciter, c'est des histoires de permis de construire, quoi. Bon. Évidemment que je passe beaucoup plus de temps sur Noailles et Belzunce. Évidemment. Voilà. Mais après, je fais attention parce que... on ne te reproche pas ça, Sophie? Mais si, mais alors ça, c'est génial. Alors, dès que je suis dans le premier, je ne pense pas au 7e. Ouais. Et quand je vais dans le 7e, je ne pense pas au premier. Classique. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je répartis, je montre, voilà, je fais des balades de quartier. Oui, parce que moi, je te suis sur les réseaux sociaux, tu es actif, tu es sur le terrain quand même. Oui, je suis beaucoup, j'adore être sur le terrain, j'adore ça. Et vraiment... À vélo, à pied, tout ce qu'on veut, en voiture, voilà, tout ce qu'on veut. Et voilà, et du coup, je fais attention à penser à tout le monde et à bien le montrer. Et après, les gens qui ne sont pas de mauvaise foi, ils les connaissent, les problèmes. Ils peuvent bien comprendre que je m'occupe plus de la rue d'Aubagne que du Roucas-Blanc. Mais quand quelqu'un du Roucas-Blanc me demande quelque chose, je lui réponds, il n'y a pas de problème. Et puis, maire de secteur, on l'a dit ici même il y a 15 jours, quand j'ai reçu ton collègue Anthony Crémeyer, maire du 2-3, beaucoup de responsabilités, ouais. Beaucoup de sollicitations, ouais. Beaucoup d'attentes et pas beaucoup de moyens. Et oui, et il faut être aujourd'hui, pour être un bon élu, je pense qu'il faut être un élu avec beaucoup de relationnel, beaucoup d'énergie et il faut faire avancer des projets. Donc de toute manière, c'est une bonne leçon parce que ça veut dire que quand on fait avancer un projet, on ne fait jamais avancer tout seul. Donc je trouve que c'est une leçon un peu de collectif. Mais à partir du moment où on est une mairie de secteur... dans une majorité municipale, enfin bon, moi je veux dire, je m'entendais bien avec Michel Robirola, je m'entendais bien avec Benoît Payan, j'ai pas de raison de ne pas être entendue ou écoutée. Hein. Donc du coup, je trouve que j'ai l'avantage de la proximité, du coup en étant restée maire de secteur, et j'ai quand même les moyens d'être entendue en mairie centrale. Je trouve que du coup, c'est plutôt une bonne position. Mais avec beaucoup de choses. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie passionnante de Marseille en parle.
Deuxième partie de Marseille en parle avec notre invitée de la semaine, Madame Sophie Camard, maire du 1-7, conseillère métropolitaine, président du groupe Printemps Marseillais à la métropole et députée suppléante de Jean-Luc Mélenchon. Alors, Sophie, il y a une semaine, on commémorait tristement les 1 an de la disparition de monsieur que tu as très bien connu, Pape Diouf. Oui. Alors j'ai connu Pape Diouf, moi, pas par le foot, mais par la politique. Le pauvre Pape Diouf, d'ailleurs, je crois que c'est une expérience, je pense, qui a dû le marquer, mais pas forcément positivement. En 2014, je vous rappelle que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à tous, on est sous le mandat de François Hollande, la gauche se dispute, ça va mal. À Marseille, il faut rajouter toutes les disputes internes du PS, la primaire du Parti Socialiste, Menouti, Samia Ghali, Carlotti, tout se passe mal. On ne s'entend pas entre nous. Moi, à l'époque, je suis chez les Verts, je sens pas. Plus les affaires Guérini, bref. Quelle que soit la réalité des choses, il y avait ce mauvais climat. Et puis moi, je fais partie des écolos qui voulaient faire une liste différente, une liste citoyenne. Et puis, ça crée un mouvement citoyen. Et en fait, on trouve cette personnalité qui s'appelle Pape Diouf, qui est prête à partir aux élections. Ancien président de l'Olympique de Marseille, évidemment. Très populaire à Marseille. Exactement. Et chez les supporters. Qui, finalement, se dit « j'y vais ». Et donc, j'ai fait partie de cette aventure dont on retrouve, d'ailleurs, plusieurs candidats de l'époque au printemps marseillais, puisque dans cette aventure-là, il y a eu Michel Robirola, il y a eu Sébastien Barre, il y a eu Zoubida Megheni, il y a eu des tas de personnes aujourd'hui qui sont d'ailleurs après venues au printemps marseillais, qui sont élues aujourd'hui. Et c'était vraiment une expérience assez incroyable, parce qu'on se débrouillait vraiment tout seul. Tout le monde nous en voulait. Alors on était l'ennemi de tout le monde, soit on était manipulé par Jean-Noël Guérini, par Jean-Claude Gaudin, soit disons qu'on était financé par je sais pas quoi. Moi j'étais allée voir la banque comme tout le monde, on avait fait ça de notre poche, mais c'est pas grave. Oui, on vous a même accusé d'avoir fait lire le Front National dans le 13-14. Oui voilà, allez, on avait tous les mots. Mais moi j'ai adoré parce que je pense que c'était la première fois depuis longtemps qu'il y avait des citoyens qui s'organisaient pour faire quelque chose de différent. Et tu étais rédactrice du programme. Oui, j'ai contribué déjà au programme. Changer la donne. Changer la donne, voilà, que j'ai changé la donne un peu plus tard du coup. Et non, c'était intéressant. Après, j'en ai tiré les bilans, ce qu'on a fait au printemps marseillais finalement. C'est pas tout à fait changer la donne puisqu'il y a les partis dedans. Et donc c'est ni l'union de la gauche, c'est tous les partis de gauche et les citoyens. C'est-à-dire qu'on a justement fait un mélange. Je trouve qu'on a mis ensemble les partis de gauche classiques, qu'on a renouvelés par l'apport citoyen. Et du coup, c'est pas le même schéma qu'avant, où on avait les partis d'un côté et des mouvements citoyens qui voulaient pas d'étiquette politique de l'autre. Ce qui a fait, je trouve, la saveur particulière, et je pense la clé de la réussite du printemps marseillais, c'est qu'on s'est mis tous ensemble, avec des partis différents, et surtout beaucoup de gens dont c'était la première expérience politique. Et ça, on le doit un tout petit peu à Pape Diouf. Et puis, on va finir sur Pape Diouf, après on reparlera de cette élection. Super personnage quand même, Pape, humainement. Ah oui, humainement, c'était un personnage. Alors moi, ce qui me fascinait, c'était... par exemple, on diffusait les tracts à la sortie des écoles, et alors le regard des enfants. Oh, même des adultes, je Des adultes. Et j'avais toujours l'impression que ceux qui venaient me prendre un tract Pape Diouf, ils avaient dans le regard quelque chose de complice. C'est Pape Diouf. Comme s'il y avait un langage ou un code et qu'on se comprenait, quoi. Voilà, c'était... voilà, bon... Mais tu sais que ça reste aujourd'hui avec Bernard Tapie, qu'on embrasse, Bernard Tapie. Ça reste le président le plus populaire de l'histoire. Bien sûr, et je l'ai constaté à ce moment-là. Après, on sait bien que la popularité et un score aux élections, ça peut être deux choses différentes, puisqu'on peut apprécier un personnage et ne pas et préférer voter pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est un classique de la science politique. Il ne faut pas confondre popularité et vote. Mais en tout cas, alors moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était qu'il avait fini par me dire que donc il était entré en politique parce qu'il voulait vraiment déjà lui aussi contribuer à changer sa ville parce qu'il était choqué par tout ce qu'il voyait, notamment dans les quartiers nord, etc. Et puis il m'avait dit à la fin, tu sais Sophie, dès que j'ai mis les pieds en politique, je l'ai regretté.
Il a compris qu'il mettait les pieds dans une mare au crocodile. Et donc, en fait, il n'a pas aimé cette expérience, très clairement. Et c'est à la suite de ça qu'il avait voulu faire une fondation, en fait, pour continuer à aider les gens, mais d'une manière différente. Je me souviens de ça. Et puis après, je le voyais plus quotidiennement. Je confirme tes propos parce qu'il me l'avait dit, ça a été notre premier invité ici. Ouais. Et il me l'avait dit quand je lui ai posé la question s'il allait revenir en politique, parce qu'il y a des gens qui voulaient qu'il revienne aussi. Ouais. Surtout que pas pour ceux qui ont eu la chance de le connaître. Il a fait ça pas pour l'argent, il n'en avait pas besoin. Ah non, ça c'est clair. La notoriété, il l'avait. La reconnaissance des gens, on le voit encore aujourd'hui. Donc voilà. Alors, un mot sur ce qui arrive à Bernard Tapie. Ouh là là, je suis désolée pour lui. C'est la violence aussi un peu qu'on vit un peu ces derniers temps qui m'inquiète un peu de manière générale. Je lui souhaite, je souhaite qu'on élucide ce qui lui est arrivé, et puis je sais qu'il est malade, etc. Donc je lui souhaite un bon rétablissement, que avec ça se passe bien pour lui. Dominique aussi, qui a sacrément morflé. Donc je voulais revenir par rapport au printemps marseillais. Effectivement, il y a eu un rassemblement qui a été difficile parce qu'au début c'était compliqué. Au début, entre les écolos et on a vu avec Michel Rubirola. C'était musclé. Voilà, avec le clan Samir Ghali. Mais vous avez bénéficié aussi du dégagisme. Ouais. Et de la mésentente qu'il y a eu à droite, entre Bruno Gilles et Martine Vassal. Mais oui, pour une fois, c'était la droite qui était plus bête que la gauche. Parce que même quelques mois avant, jamais on aurait dit que le printemps gagnerait... Oui, tout à fait. C'était Martine Vassal, favorite dans les sondages. C'était un bulldozer, Martine Vassal. Un bulldozer, tout le monde se souvient de la campagne d'affichage. D'ailleurs, je pense que les gens lui en ont voulu, parce qu'en fait, les gens ne supportaient plus cette affiche Martine Vassal. Donc ça s'est un peu retourné contre elle. Je pense qu'elle a trop inondé par son image les choses. Oui, on a bénéficié, c'est sûr. On gagne parce que quand même on a fait une bonne campagne et que je pense qu'on répond à une demande. Vos affiches, elles étaient rigolotes au printemps. Elles étaient un peu nouvelles, elles étaient un peu marrantes. Oui, ce côté un peu que je disais tout à l'heure, nous on usait de codes différents. Donc on s'adressait à des gens différents. Je dis toujours, j'aime beaucoup dire ça, j'ai gagné les élections parce que je m'adressais à des gens que je ne connaissais pas. Vous savez, à Marseille beaucoup, et dans beaucoup de villes, on a l'habitude de faire de la politique dans un certain entre-soi. On a une clientèle, on a des copains, on a une famille, on a des clans, et on passe par des réseaux qu'on connaît. C'est la méthode classique de faire de la politique. Mais quand on veut changer une ville, il faut justement passer par d'autres canaux. Et donc nous, je pense qu'on a su s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas, qui sont monsieur, madame, tout le monde, qui ont juste besoin, qui veulent juste des écoles qui fonctionnent, des transports qui marchent, des commerces ouverts, un centre-ville apaisé. Et on a su s'adresser à des gens qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est très sain. C'est ça aussi la démocratie. Ça a marché les affiches fluo. Toi, elles étaient roses, je crois, non? On avait toutes les couleurs. Ouais. On avait toutes les couleurs. Est-ce que tu penses que le fait que beaucoup ne soient pas allés voter à cause du Covid, on était en pleine crise au début, là où le Covid faisait beaucoup de ravages. Est-ce que cet électorat des personnes âgées, des personnes qui votent un peu... toi, le Front National, il ne fait pas énormément. Oui, je pense que... Est-ce que tu penses que ça t'a beaucoup aidé? Je pense que le Front National, c'était pas son élection, effectivement, il n'a pas fait le plein de son électorat. Je pense notamment chez peut-être une population plus âgée qui avait peur d'aller voter. Après, très clairement, une fois de plus... je rappelle qu'ils ont fait 10%, 10,81%. Oui. Mais nous, on gagne une élection quand on mobilise les siens. Et nous, très clairement, on sentait que notre électorat il était mobilisé à fond. Celui de la droite, il ne l'était pas avec les affaires de fraude. Vous vous souvenez que même dans les milieux religieux, à la fin, il y avait des problèmes. Oui, d'ailleurs, Catherine Pila s'est fait reprendre le volet. Le dernier conseil municipal, on en parlait. Ah oui, bon. Donc, en fait, si vous voulez, nous aussi, on a gagné parce notre électorat a été mobilisé à 100%. Voilà. Ceux qui voulaient le changement, ils sont allés voter. Voilà. En tout cas, ta victoire ne souffre d'aucune contestation. C'est les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Les chiffres en la tête. Non, certains, il y a eu ça a été entaché par la fraude, dans des secteurs où il y a eu des votes dans des EHPAD. Oui, il y a eu, pas de notre côté du coup. Toi, tu n'as pas fait voter dans les EHPAD, c'est les gens de la rue qui ont voté pour toi. Alors,
on va parler de la polémique, je voulais t'entendre, au sujet du carnaval, puisque c'était dans ton secteur. Ouais. Alors, bon, tu as attaqué là-dessus, évidemment. Évidemment. C'était classique, c'était dans ton secteur. Certains ont même dit qu'il y avait des élus du printemps qui étaient dedans. Qu'est-ce que tu as à dire, je ne vais pas dire pour ta défense, on n'est pas au tribunal ici, mais qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, puisque il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le carnaval, en ce moment, c'est Chalençon qui joue Marie-Antoinette. Tu as vu le nouveau personnage là, à Paris, hein? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup marqué avec le carnaval, c'est 3 niveaux de polémique. Le premier niveau, c'est effectivement un événement que tout le monde connaît, hein, parce qu'alors, l'hypocrisie de on ne savait pas, je vais pas la faire, mais qui n'est pas déclarée, donc pas de médiation possible, personne qui sait comment vraiment ça va se passer. Clandestin, mais bon, réseaux sociaux, hein, c'est les jeunes, réseaux sociaux. Et hop, ça c'est un événement qui habituellement était un événement plutôt de quartier, qui complètement se fait déborder. On a vu que par les réseaux sociaux, il y avait des gens qui sont venus de Paris. Mais oui, de Paris, d'Avignon, enfin bon, voilà. Les Parisiens, restez chez vous, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est le premier niveau. Ouais. On voit tout de suite qu'il se passe quelque chose d'anormal, les gens n'ont pas de masque, le carnaval et l'événement est débordé. Deuxième niveau, tout de suite, moi à 19h, les téléphones qui sonnent. Alors là, CNews, BFM TV, je fais oh là là, ça y est, les médias nationaux débarquent pour pointer du doigt Marseille. Je suis désolée, mais après il y a eu Lyon, il y a ce qu'on vit maintenant à Paris, qui est tout autant folklorique là, chez les Marseille, grands, malheureusement, chez les grands médias, bourgeois. ça prend toujours. Et ça prend toujours. Et moi, je n'ai donné qu'une seule interview. C'était un journaliste de France Inter qui est très correct, France Info, Olivier Martoc, parce que lui, il voulait une vision objective des choses, et il n'était pas là pour enfoncer le clou. Donc ça, j'ai détesté ça, la couche médiatique. Puis alors, le troisième niveau, c'est évidemment la droite qui dit c'est de votre faute, c'est vous le carnaval. Bah non, en fait, hein, on n'est pas des délinquants, on sort pas sans le masque. Et évidemment, la police est intervenue quand il y a eu des incidents, et je dirais qu'il y a eu du maintien de l'ordre à la fin du carnaval. La police, elle a bien expliqué qu'elle ne pouvait pas aller taper sur des centaines de jeunes dans des petites rues, parce qu'en plus, on aurait eu du sang sur les murs. On a entendu moi, le quand chiffre j'ai vu, de 7000 personnes. Non, ça, je pense que c'est un peu exagéré. Ouais, je pense que c'est un peu exagéré. Mais par contre, j'étais vraiment dégoûtée quand j'ai vu la rue d'Aubagne. Personne de Marseille, personne du quartier n'aurait fait ça. Non. Ça, c'est des gens qui ne savaient même pas où ils étaient. Hein. Donc, merci, messieurs, dames, pour ce grand moment. Donc, donc je rappelle, bon, j'allais en parler, c'est bien. Dont on ne peut pas être très fier. La dent creuse, donc, sur la dent creuse. Sur là où il y a eu lieu, malheureusement. J'aimerais vraiment que... On a vu des gens uriner. Ouais, c'est moi, ça m'a dégoûté. Ça m'a énervé, ça m'a écœuré, ouais. Je voudrais m'adresser un peu aux jeunes, de dire maintenant, il y a beaucoup d'événements qui se font par Facebook, on pense qu'on est libre, etc. Mais quand on participe à ce genre d'événement comme ça, qui n'est pas déclaré, en fait, on n'est pas protégé non plus. On n'est pas protégé de toute violence ou de tout débordement. Et je pense que c'est un petit peu la leçon qu'il faut qu'on tire. J'aimerais qu'on comprenne que déclarer une manifestation, c'est pas forcément espionner ou malveillant. Ça permet aussi que ça se passe bien et de protéger et d'avoir des médiations. C'est ça le sens de déclarer les manifestations. Donc, et tu réponds quoi, Sophie, à ceux qui disent, tes détracteurs, ceux du printemps marseillais, oui, tout le monde savait, on aurait dû anticiper. Bon, bien sûr. Anticiper de quoi il y a 2000 jeunes dans la rue, on envoie les chars soviétiques. Justement, ils n'étaient pas là. Ah. Voilà, je suis désolée pour eux, ils sont toujours pas là. Donc en fait, la police intervient quand il y a du désordre et des incidents, c'est la fonction de la police. Voilà, j'ai pas envie qu'on mette du sang sur les murs en plus, quoi. Voilà. Alors, tu as parlé de la rue d'Aubagne, bon évidemment j'allais en parler. Comment, quand on est nouvelle maire élue du secteur, bien entendu tu n'es pas responsable puisque tu n'étais pas en fonction à l'époque, du secteur où il y a eu ces 8 morts de la rue d'Aubagne, comment on gère ça au quotidien, sachant que c'est quand même le logement insalubre, tu es maire d'un secteur où les arrêtés de péril, il y en a beaucoup, il y en a toujours et le problème n'est pas résolu, même si c'est... Non, ça va prendre du temps. Ça prend du temps, ouais. Il y a alors comment on gère ça au quotidien? Alors déjà, avec beaucoup d'humilité et de patience et beaucoup de vigilance. La rue d'Aubagne, c'est vrai que j'y vais souvent sur le terrain. C'est le quartier prioritaire où nous allons mener des opérations de réhabilitation
et de changement du quartier. Il y a une société publique qui se met en place pour ça avec de l'argent. Et donc, ce qu'on a fait, comme c'est très symbolique la rue d'Aubagne, quand on est arrivé, elle était complètement bouchée, elle était glauque, les gens s'y sentaient très mal, des gros problèmes d'insécurité, et on avait l'impression qu'il fallait que la rue pourrisse, quoi, que la rue elle était en train de pourrir sur place. Donc en fait, nous, on a travaillé déjà de réouvrir la rue, de dire on va faire des travaux d'office, voilà, et on va essayer d'assainir déjà, d'apaiser la rue. Et pour moi déjà, c'est au moins un acte concret que je peux voir visuellement et qu'on peut aller voir dans la rue, c'est que si vous allez dans la rue d'Aubagne aujourd'hui, elle n'est plus la même qu'à notre arrivée, puisque nous avons ouvert la rue, nous avons enlevé les grillages et il y a les travaux d'office en ce moment sur les immeubles. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu justement à l'endroit ? Il y a la fameuse dent creuse. Oui, il y a une procédure en cours d'expropriation sur le périmètre de sécurité, puisque vous savez que le problème, c'est que les immeubles sont probablement liés entre eux. Et donc, il y a une enquête publique qui est en cours. La plupart des propriétaires ont déjà vendu, donc c'est une procédure au profit d'un établissement public qui rachète le foncier. Et ensuite, nous allons enfin pouvoir finir d'expertiser et puis mettre un projet, je le souhaite moi, de réhabilitation. Si on peut faire du logement social, je le souhaite. On va voir effectivement l'état des immeubles et tout ce qu'on peut faire pour préserver au mieux la rue. Et c'est cette maîtrise publique de ce périmètre qui va nous permettre, sur la dent creuse, de faire le mémorial, le fameux mémorial. Puisqu'aujourd'hui, il faut comprendre que c'est encore privé. Donc il faut d'abord qu'on acquiert. Le mémorial, Sophie, il va se caractériser comment en fait ? Eh bien ça, après, on va le mettre à la concertation parce que tout le monde a beaucoup d'idées. Nous, notre rôle, il est d'avoir la maîtrise publique des 2 parcelles pour pouvoir faire le mémorial. Et bien sûr, après, quel type de mémorial, est-ce qu'on pourra végétaliser, quel type de monument on met, ça c'est ce qu'on va discuter avec la population. Mais nous, notre rôle, il est déjà de permettre le projet en maîtrisant cette dent creuse. Quand j'ai reçu ici, j'ai reçu Samia Gali, j'ai reçu Anthony Crémeyer-Merdu de Troyes, donc de Troyes, 15-16, mais on a parlé de la pauvreté, et toi dans ton secteur, dans le premier, tu es beaucoup confronté. Comment on arrive à gérer quand on est maire de secteur au quotidien, cette pauvreté-là où on voit des gens qui vivent, on le sait, c'est pas un secret, à plusieurs, dans des appartements insalubres, quand il y a des gens qui sont toujours pas relogés, apparemment, qui vivent encore dans des hôtels. Comment on le gère Alors, c'est des choses peut-être un petit peu différentes. Donc là, il y a un suivi des personnes qui ont été délogées avec tout un processus de suivi. Elles ont été à l'hôtel, on cherche à les sortir de l'hôtel, à leur trouver des logements provisoires. Donc je dirais maintenant, depuis 2 ans, il y a une certaine pratique de ça. Et depuis notre arrivée, on met en place ce qu'on appelle la commission de suivi de la charte du relogement, où en toute transparence, régulièrement, il y a des réunions avec les associations, l'État, la ville, et on fait un suivi des personnes qui sont concernées par une évacuation de leur logement. Dans ces personnes, d'ailleurs, il y a tout type de ménage. C'est pas forcément des très pauvres, c'est très varié. Après, il y a la question des quartiers pauvres du premier. Bon, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, vous savez, du coup, j'ai été maire pendant le 2e confinement, le premier, j'y étais pas encore, ça a été tout l'élan de solidarité. Enfin, moi, ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ces quartiers-là, c'est qu'il y a du répondant dans la difficulté. Donc, par exemple, dans le 2e confinement à Belzins, on a ouvert nos locaux et les gens étaient ravis, tout s'est fait tout seul. On a fait une sorte de comité des associations volontaires pour s'entraider et il y avait une ambiance incroyable, tout le monde était content de s'entraider. C'est pas une solution. Tu sais qu'il y a beaucoup ça permet quand même vraiment, je trouve, de toucher du doigt aussi. Des fois, on est pauvre, mais il y a de la richesse humaine. Il y a beaucoup d'associations, notamment dans ton secteur, qui font des maraudes sans moyens, sans subvention. On manque beaucoup de locaux associatifs. Dans le premier, j'ai beaucoup de demandes là-dessus. On a beaucoup de locaux vides et insalubres, mais on manque de locaux associatifs. C'est pour ça que nous, quand on a ouvert, ça s'appelle la Velten, là, on a un équipement. Vraiment, en fait, les gens n'avaient besoin que de ça. Îlot Velten. Et ils demandaient que ça, ils avaient juste besoin d'un espace de stockage. On a mis la surveillance et puis hop, on n'avait rien à faire, ça fonctionnait tout seul. Alors, c'est pas un sujet que j'ai envie de parler parce qu'on en parle depuis un an tout le temps, mais on peut ne pas en parler. La crise sanitaire.
Oui. Comment ça se passe toi dans ton secteur, étant donné que tu as évidemment beaucoup de restaurateurs, de commerçants, certains ferment, certains font même des fois on a vu des tentatives de suicide, c'est très compliqué. Comment toi, parce que évidemment, je le disais tout à l'heure, tu es maire de secteur, tu n'as pas tous les pouvoirs, par contre tu as toutes les sollicitations. Comment ça se passe toi par exemple avec les commerçants du centre-ville Mais ils se font discrets, je trouve, ils attendent beaucoup. Je m'inquiète, en fait, ce que tout le monde attend, c'est de voir comment on va sortir de là. Certains ont des aides, ils tiennent. On ne sait pas comment ça va se passer pour tout le monde. Je commence à voir des rez-de-chaussée d'immeubles à vendre, à louer. Donc moi, je trouve que nous aussi, les élus, on manque de suivi en temps réel de ce qui se passe. C'est pas facile à saisir parce que quand vous êtes en difficulté, vous avez affaire, moi j'en ai reçu quelques-uns, vous avez affaire à des populations d'entrepreneurs qui n'aiment pas dire que ça va mal. Ce n'est pas dans leur mentalité. C'est difficile pour eux de l'exprimer. Donc ils vont pas spontanément vous dire que ça va pas bien. Ils se sentent pas bien de le dire. Et je dirais que c'est pas facile d'évaluer vraiment tout ce qui se passe. Donc les aides du gouvernement sont au rendez-vous ou pas? Oui, en fait. Là aussi, on entend un peu tout. On entend un peu tout. On sait que quand même, il y a pas mal d'aides qui permettent de tenir en trésorerie. Il y a quelques mois, on disait qu'il n'y avait jamais eu si peu de faillites, mais c'est juste un effet de trésorerie. Il y a des aides, il y a eu des prêts. Donc, en fait, les entreprises, elles tiennent. La question, c'est pas tellement maintenant, c'est la reprise. C'est-à-dire quand il va falloir à nouveau payer les salariés, payer les charges et rembourser les dettes et les emprunts. C'est très compliqué. C'est là, en fait, je crains que les difficultés sont encore devant nous, en fait. Donc, il ne va vraiment pas falloir louper la reprise. Et le monde de la culture, c'est pareil. Et il s'ouvre comme le monde aussi, le monde du sport. Est-ce que tu trouves ou pas que le gouvernement n'est pas à la hauteur pour gérer cette crise? Quand on voit... je crois qu'on a découvert que... Le problème depuis un an, les masques, le vaccin... Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a découvert, et c'est drôle parce qu'en fait, Macron finit par appliquer le programme de Mélenchon. Au niveau des dépenses publiques, là, ça y va, quoi qu'il en coûte. Si Mélenchon avait dit ça, je pense que... Voilà, donc c'est ma petite pique. Bon, donc finalement... Petit tacle de Sophie. Petit tacle. Finalement, il n'y a plus de problème d'argent, c'est bien. Il n'y a plus de problème d'argent. Non, ce qu'on a découvert, c'est qu'on n'a plus d'industrie au sens des industries de pointe. On sait à peine reproduire des masques et des vaccins. Et on a découvert que notre soi-disant système de santé merveilleux, il n'allait pas si bien que ça. Et donc, je trouve que ça nous a servi de réveil un peu difficile. Alors, en parlant du vaccin, vous, la majorité municipale, vous avez fait la vaccination au Stade Vélodrome, qui connaît un grand succès. Oui, on est à la pointe de la vaccination. Je suis fière de ça. Voilà. Un mot là-dessus, puisqu'on a vu qu'il commence à manquer de vaccins apparemment. Oui, alors en fait, donc nous ne maîtrisons pas les doses. Les gens faisaient la queue, on leur disait faut revenir. Oui, il faut comprendre qu'en fait, les collectivités territoriales s'occupent de la logistique et de la mise à disposition des lieux. Ensuite, c'est l'État qui labellise les lieux et qui nous amène les doses. Et nous, on a une énorme chance à Marseille, ça s'appelle les marins-pompiers. Donc moi j'ai découvert tout de suite, quand je suis arrivée, j'avais l'impression que la ville tenait debout par les marins-pompiers. C'est absolument fantastique, heureusement qu'ils sont là. Oui. Ils sont là dans toutes les urgences, ils tiennent la ville. Et là, en crise sanitaire, non seulement ils ont continué à tenir la ville, mais en plus ils ont des procédés très innovants qu'on connaît maintenant, les tests des eaux usées. Ils sont vraiment bien équipés, bien formés. Qui n'étaient pas très bons pour notre ville, les derniers... Oui, mais en tout cas, du coup, quand même, on s'est honoré de ça. Enfin, je veux dire, Marseille peut être fier de ses marins-pompiers. Et c'est grâce à nos marins-pompiers, finalement, qu'on a pu déployer une logistique très fiable et qui peut nous permettre d'organiser ce que nous organisons, c'est-à-dire des centres de vaccination qui permettent de vacciner beaucoup de monde en même temps. On a commencé par l'hôtel de ville, maintenant il y en a 4, peut-être bientôt 5, peut-être l'Odôme s'il faut. Et voilà, donc je pense qu'on peut être fier à Marseille aussi de savoir organiser ça. Et j'aimerais bien qu'on le dise plus souvent, Marseille. Non, mais c'est bien. À jamais les premiers pour la vaccination. Aussi, ouais. Et puis c'est bien en même temps de se réapproprier le Stade Vélodrome. Voilà. Moi j'ai envie d'aller, stade me manque. Voilà. J'ai envie d'aller me faire vacciner rien que pour aller au stade. C'est le patrimoine des Marseillais. En fait. Alors,
tu n'échappes pas à ton secteur, du moins à tout ce qui est polémique. On va parler des migrants. Ah oui. Parce qu'il y a au niveau de la porte d'Aix, il y avait eu un souci, voilà. J'avais bien aimé une phrase de Benoît Payan quand à un moment, s'il y a eu la polémique aussi sur les migrants et tout, quand il a dit sur l'Aquarius, quand quelqu'un se noie, je ne demande pas ses papiers. Ouais. Je pense que tu valides Ah bah oui, bien sûr. En fait, il faut pas tout confondre. Porter secours en mer, c'est pas la même chose après, une fois que la personne elle arrive dans un pays qui est d'ailleurs rarement Marseille, je le précise, parce qu'en fait, les migrants qui sont méditerranéens, ils arrivent plutôt en Italie, en tout cas, ils arrivent plus bas, mais c'est pas une raison. Après, il se passe une autre étape pour eux. Est-ce qu'ils vont avoir des papiers, pas des papiers? Est-ce qu'ils vont avoir la demande d'asile? Ça dépend des réglementations de chaque pays et je dirais c'est le destin un peu de chacun. Mais ça n'empêche pas qu'au départ, effectivement, si vous êtes en train de vous noyer, on ne vous demande pas vos papiers. Et tu réponds quoi, Sophie? Quand vous dites ça, un marin-pompier, lui, c'est naturel. Tu réponds quoi, Sophie, quand certains disent, à droite notamment, que vous instrumentalisez la misère à des fins politiques? C'est eux qui instrumentalisent des gens qui sont dans le malheur. Moi j'ai fait une expo avec SOS Méditerranée. Je dirais SOS Méditerranée est une ONG qui n'aime pas les politiques d'ailleurs, parce qu'ils s'en prennent plein la figure. Vous avez voté une subvention? Oui, on les a aidés. Il y a eu un recours. Voilà. Et alors, qui fait de l'instrumentalisation? L'extrême droite qui me colle des affiches dans le 7e. Alors, c'est marrant parce qu'ils l'ont fait dans le 7e, pas dans le premier. Je ne vois pas où est le sous-entendu. Disant que, avec mon exposition SOS Méditerranée, j'allais transformer Marseille en Lampedusa. Qui c'est qui fait de l'instrumentalisation politique? Faut pas exagérer quand même. Voilà. Tu as un secteur qui est quand même, où se mêle vraiment, je le disais tout à l'heure, tu as vraiment tout, mais tu tiens le cap quand même. Parce que entre les migrants à la porte d'Aix, le logement insalubre, la rue d'Aubagne. Moi, je suis pas quelqu'un de plan-plan, donc j'aime. Jusqu'au vide, franchement. Moi, j'aime bien quand ça bouge, donc je suis servie. Tu es servie. Voilà. Sophie, merci beaucoup. Merci. On va parler encore des heures. Alors, avant de clôturer cette émission, on a une tradition. Nous, on est des gentlemen à Boumédia. Donc au nom de l'équipe, au nom de M. Bouziane, au nom de Rafik, au nom d'Elodie, au nom de toute l'équipe, on voulait te remettre un petit cadeau. Voilà. Ah, c'est quoi le cadeau? Oh, j'adore les fleurs. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Voilà, au nom de toute l'équipe de Boumédia, c'est une tradition, chaque fois qu'on a une invitée, on n'est pas féministe, mais on n'est pas macho non plus. Ah donc, quand on reçoit une dame, elle va partir avec un bouquet de fleurs. Merci beaucoup. On peut être féministe et aimer les fleurs. Mais absolument. Voilà, au nom de toute l'équipe. Sophie, merci beaucoup de ta présence, de ces éclaircissements. Ouais. Et bon, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. Pendant des heures et des heures. Moi, je suis un peu intarissable. Des heures et des heures. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était donc la 11e de Marseille en parle. Merci à toute l'équipe. Merci à Rafik qui a réalisé cette émission. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité sur Boumédia. Marseille en parle. N'hésitez pas, cliquez, partagez. Bientôt l'Insta, bientôt le compte Twitter. Et on compte sur vous pour donner la force.